Merci beaucoup Karine pour la présentation et puis pour l'organisation de cette conférence. Moi, je vais vous parler ce soir de la souffrance des animaux sauvages. C'est un thème que vous connaissez déjà peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus depuis quelques décennies, mais surtout depuis quelques années. Ce mouvement pour la réduction de la souffrance des animaux sauvages, il est connu sous l'acronyme RWAS, Reducing Wild Animal Suffering, mais aussi sous l'acronyme WAW, WAW, qui veut dire Wild Animal Welfare. Et pour la suite de la présentation, je vais utiliser l'acronyme RWAS. Donc cette conférence, ce ne sera pas tellement une présentation des arguments philosophiques en faveur de la prise en compte des intérêts des animaux sauvages. Je vais évoquer ces arguments à certains moments, mais je ne vais pas m'attarder sur pourquoi la souffrance des animaux sauvages devrait retenir notre attention, sur pourquoi il est moralement souhaitable de réduire ces souffrances. En fait, pour tout vous dire, je pense que ces arguments, je pense que ce point-là, il est plutôt acquis du point de vue des arguments, mais on pourra en reparler à la fin si vous le souhaitez. En fait, plutôt que sur le pourquoi, je vais plutôt me pencher sur le comment, c'est-à-dire sur la faisabilité du projet RWAS. En fait, cette conférence, elle part surtout d'une remarque qui est souvent faite à celles et ceux qui veulent porter assistance aux animaux sauvages, à savoir que ça serait un projet irréaliste, notamment parce qu'il y aurait trop d'incertitudes, ce qui rendrait toute tentative d'assistance trop risquée et peut-être même irréalisable. Moi, mon objectif, ça va être de vous montrer que ce n'est pas vrai, que la souffrance des animaux sauvages n'est pas une fatalité. Et pour ça, je vais présenter le travail des principales organisations actuelles dans le champ RWAS. Et je vais particulièrement insister sur la façon dont elles gèrent cette question épineuse de l'incertitude. Donc, dans une première partie, je vais rappeler de qui on parle et de quoi on parle quand on parle de la souffrance des animaux sauvages. Je vais prendre le temps de cette mise en contexte parce qu'il y a certains points qui ne sont pas évidents, voire même carrément contre-intuitifs. Et ça peut être pas mal de les rappeler pour ensuite enchaîner sur la suite de la présentation. Dans une deuxième partie, je vais aborder de front cette question de la faisabilité du projet RWAS, ou en d'autres mots, de la solvabilité de la souffrance des animaux sauvages. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces souffrances? Et on verra qu'en effet, on a affaire à quelque chose de complexe. Les pistes de solution, elles sont incertaines, mais ce n'est pas pour autant que le problème de la souffrance des animaux sauvages est insoluble. Ce qui nous amènera à ma troisième partie, dans laquelle je vais présenter différentes façons dont le mouvement RWAS gère la question de l'incertitude, à savoir, donc j'en ai isolé trois de façon peut-être un peu artificielle, mais il y a contourner l'incertitude, faire avec l'incertitude en attendant d'en savoir plus, et bien sûr réduire l'incertitude qui est certainement l'idéal. Et en guise de conclusion, je donnerai quelques principes que je considère fondamentaux pour assurer l'avenir du mouvement RWAS. Alors, de qui et de quoi parle-t-on quand on parle de la souffrance des animaux sauvages? Premier point, c'est que quand on pense à la vie sauvage, ce qui nous vient généralement en tête, c'est des notions comme biodiversité, écosystème ou espèce. Tandis que l'approche RWAS, elle est complètement différente puisqu'elle va plutôt s'intéresser aux animaux sauvages en tant qu'individus singuliers. Et notamment, elle s'intéresse aux individus sentients, c'est-à-dire qui ressentent subjectivement ce qui leur arrive, exactement comme nous, humains, il nous arrive des choses qu'on ressent subjectivement. L'idée, ce n'est pas de dire qu'une approche classique en termes d'écosystème ou d'espèces, elle n'est jamais pertinente. Ça peut être pertinent pour répondre à certaines questions scientifiques, mais ce n'est pas l'approche dont on a besoin ici. Nous, l'unité de base qui va nous intéresser et qui est celle de la réflexion RWAS, c'est bien l'individu en tant que patient moral.
Un autre point qui est constamment rappelé par l'association Animal Ethics, dont je vais reparler au cours de cette présentation, c'est que quand on pense à un animal sauvage, on se représente généralement plutôt un mammifère adulte, visiblement sain, ou en tout cas voilà, épanoui. Par exemple, un lion, un éléphant, un loup, un dauphin. Alors qu'en fait, les animaux sauvages, les plus nombreux, sont plutôt des petits animaux, peut-être moins charismatiques, comme des petits rongeurs, des insectes, des poissons, des oiseaux. Donc ça, c'est un point à garder en tête quand on s'intéresse à la question de la souffrance des animaux sauvages. Donc cette approche par l'individu, elle soulève des questions qui n'ont pas vraiment retenu l'attention de la communauté scientifique jusqu'ici, et dont on a des réponses qui sont donc parfois un peu approximatives. Par exemple, des questions qu'on peut se poser, c'est combien sont-ils, les animaux sauvages, dans la nature? Lesquels sont sentients? Est-ce que les insectes sont sentients? Est-ce que les animaux très jeunes, par exemple les larves ou les poissons qui viennent d'éclore, est-ce que ce sont des animaux sentients ou non? Et aussi, eh ben, pour les animaux dont on a des raisons de penser qu'ils sont sentients, eh bien, qu'est-ce qu'ils vivent dans la nature? Quelles sont leurs expériences de vie? Quelles sont leurs sources de souffrance, de plaisir, etc. On va explorer un petit peu ces questions maintenant. Donc, si on prend l'angle de l'individu, on se rend vite compte que l'immense majorité des animaux sur cette terre sont des animaux sauvages. Ça peut paraître surprenant parce qu'on tente beaucoup d'informations sur les extinctions massives, sur le déclin de la vie sauvage, ou avoir passé des articles ou des infographies qui nous expliquent que la biomasse, donc le poids en carbone des mammifères sauvages, est bien plus faible que celle des humains et des animaux d'élevage. Ok, mais le truc à comprendre, c'est que la biomasse ou la biodiversité, ça ne nous renseigne pas, ou en tout cas très mal, sur le nombre d'individus concernés. Pour illustrer ça, je vous ai mis un schéma sur la slide. C'est un schéma de l'importance en termes de biomasse des différents types d'animaux sur Terre. Et on peut voir effectivement en bas à droite que les humains et les animaux d'élevage sont bien plus lourds en termes de biomasse que les mammifères sauvages. Ils prennent plus de place sur le schéma. Tandis que si on prend comme unité non plus la biomasse, mais l'abondance, c'est-à-dire précisément le nombre d'individus, la conclusion, c'est qu'il y a bien plus de mammifères sauvages que de mammifères domestiqués sur Terre. Il y a probablement un axe de grandeur, un ordre de grandeur supplémentaire, mais j'ai mis un point d'interrogation parce que ça reste une question quand même incertaine. Là, je vois qu'il y a une question qui nous dit c'est quoi les axes du schéma? En fait, ce n'est pas un schéma avec un axe abscisse ordonné, c'est plutôt une sorte de... En fait, c'est l'équivalent d'un diagramme camembert, sauf que là, c'est une autre façon de représenter l'importance de la biomasse. Plus une zone colorée est importante, plus la biomasse de ce type d'individu, de ce type de catégorie d'animal est importante. Je vais donner juste deux exemples particulièrement frappants du fait que la biomasse est un mauvais indicateur d'abondance, c'est-à-dire de nombre d'individus. C'est des exemples qui sont relevés dans l'article dont j'ai mis la référence sur la slide. Premièrement, les nématodes, donc, qui sont de tout petits vers, et qui sont représentés dans le schéma en haut en marron, ne constituent qu'environ 1% de la biomasse animale totale, mais ils dépassent toute autre espèce animale en termes de nombre d'individus. Ils sont 10 puissance 21, ce qui est absolument énorme. Bon, par contre, on ne sait pas s'ils sont sentients. Deuxième exemple, c'est que la biomasse des baleines est supérieure à la biomasse totale de tous les mammifères terrestres sauvages réunis. Or, on sait pertinemment qu'il y a bien plus de mammifères terrestres que de baleines sur Terre.
Donc, les animaux sauvages sont incroyablement nombreux, mais sont-ils sentients? La réponse à cette question, elle n'est pas tranchée pour tous les animaux. Par exemple, pour certains invertébrés ou certains insectes, on est dans l'incertitude. On a quand même des indices, notamment d'ordre comportemental, qui laisseraient penser que certains insectes sont sentients. Par exemple, les abeilles, les mouches à fruits, peut-être aussi les araignées. Mais ça reste assez incertain. Une autre incertitude, c'est qu'on ne sait pas toujours non plus si les très jeunes animaux, notamment à l'état larvaire, sont des animaux sentients. En tout cas, sont sentients à ce stade-là de leur vie. Donc c'est un peu compliqué de savoir si on devrait les considérer comme des patients moraux. Par contre, on a des éléments de preuve très solides que les mammifères et les oiseaux sont sentients, de même que les poissons, les crustacés, les reptiles, les céphalopodes, les amphibiens, du moins à partir d'un certain stade de développement. Donc, pour répondre à la question de qui on parle, quand on parle de la souffrance des animaux sauvages, eh bien, on parle d'animaux qui sont très nombreux, auxquels on ne pense pas forcément spontanément, et qui sont soit sentients, soit peut-être sentients. Maintenant, je vais parler du quoi, c'est-à-dire des souffrances rencontrées par ces animaux. Une question qui revient souvent dans le mouvement ROAS, c'est la question de la prédominance de la souffrance dans la nature. Cette question, elle consiste à se demander s'il y a plus de souffrance que de plaisir ressenti par les animaux dans la nature, ou encore à se demander si la vie des animaux sauvages vaut la peine d'être vécue. C'est une question empirique qui est hyper compliquée à trancher, même si on a, je crois, beaucoup d'éléments qui penchent en faveur de la prédominance de la souffrance, malheureusement. En tout cas, ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance ressentie par les animaux sauvages dans la nature et qu'on n'a pas besoin d'être certaine que la souffrance prédomine dans la nature pour être interpellé par la quantité par l'enjeu moral que représentent ces souffrances. En fait, la nature, c'est loin d'être un paradis pour les animaux qui y vivent. Et ça aussi, ça peut paraître contre-intuitif. Il est assez courant d'avoir une vision idyllique de la nature. On peut avoir le sentiment que la nature fonctionne bien, que les animaux qui y vivent sont faits pour la vie sauvage, en fait, qui se débrouillent très bien tout seuls. Il y a une sorte d'émerveillement devant l'impression que tout est à sa place, que la nature serait une mécanique bien huilée qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps, quoi. On perçoit des régularités dans la nature qu'on interprète comme le signe d'une harmonie générale. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que l'harmonie, elle est surtout apparente, en fait. Celles et ceux qui, peut-être parmi vous, avaient fait de la biologie ou de l'écologie, vous savez que la nature, elle est faite de compromis, de dysfonctionnements, de logiques d'essai et d'erreur. C'est pas un processus, la sélection naturelle, c'est pas un processus de perfectionnement, c'est un processus d'élimination, élimination des traits qui ne sont pas avantageux, élimination des individus qui ne sont pas aptes à survivre, c'est-à-dire souvent simplement pas chanceux en fait. En fait, la nature, elle est complètement aveugle aux intérêts des individus qui la peuplent. Ce qu'on perçoit comme étant une nature florissante, équilibrée, peut-être même bienveillante, c'est parfaitement compatible avec de grandes quantités de souffrance et de mort. Pour reprendre l'expression de Guillaume Lecointre, qui est un systématicien et zoologiste français, la régularité du vivant se paye au prix d'un vaste cimetière. En fait, si on a une impression d'harmonie dans la nature, c'est parce que notre échantillonnage est trompeur. On ne voit pas les animaux qui n'ont pas été assez chanceux pour survivre. On ne voit pas les animaux qui sont morts de faim quelques heures après leur naissance, qui se sont blessés, qui sont morts d'une infection. En fait, ils ne sont plus là pour qu'on les voie et que notre vision de la nature soit moins biaisée.
que ça puisse compléter notre vision de la nature. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Pour citer à nouveau Lecointre, il dit « Les systèmes vivants sont altérés en permanence. Si vous les voyez réguliers, c'est qu'il y a des morts que vous ne voyez pas derrière. » Je tiens vraiment à m'arrêter sur cette idée que les animaux seraient adaptés à la vie sauvage, qui est, je trouve, une idée finalement assez violente et qui provient, à mon avis, d'une confusion entre individus et population. Est-ce que cette idée d'adaptation, il faut la replacer dans le cadre du paradigme évolutionniste, ce qu'on appelle fitness en sciences de l'évolution, c'est le succès reproductif des animaux. Et ce succès reproductif, il n'est pas nécessairement corrélé positivement avec le bien-être des animaux. Il y a des cas où les animaux réussissent à se reproduire et ils ont des petits qui eux-mêmes atteindront la maturité sexuelle. Mais donc en fait, ça c'est un cas de succès reproductif. Mais ces animaux-là, ils peuvent malgré tout faire l'expérience d'une vie très pénible. Il ne faut pas confondre la stabilité d'une espèce, le fait que ses membres se reproduisent avec succès, avec le bien-être des individus qui composent cette espèce. Les animaux ne sont pas des êtres surnaturels ou des sortes de héros qui seraient adaptés aux maladies, etc. En fait, les animaux, tout simplement, ils font comme ils peuvent. Il y en a beaucoup qui souffrent et il y en a beaucoup qui meurent. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que la stabilité d'une population dans la nature implique nécessairement la mort d'un grand nombre d'individus. Il suffit de penser à la stratégie de reproduction de la plupart des animaux aquatiques, des amphibiens ou encore des tortues, enfin, d'un tas d'animaux en fait. Ils ont beaucoup de petits par portée et parfois même plusieurs portées chaque année. Par exemple, les saumons atlantiques, ils pondent environ 20 000 œufs. Les crapauds communs, c'est 25 000. Il y a d'autres animaux qui pondent littéralement des centaines de milliers ou des millions d'œufs au cours de leur vie. Et pourtant, si une population est stable, ça veut dire qu'en moyenne, un seul petit par parent survit. Pourquoi je dis qu'un seul petit par parent survit en moyenne quand une population est stable? C'est parce que la grande majorité des animaux sauvages meurent peu de temps après leur naissance, généralement de faim, parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour la survie de tout le monde. Donc cette stratégie de reproduction en grand nombre, elle est prédominante dans la nature, et on a de bonnes raisons de penser que beaucoup d'animaux sauvages, sinon la grande majorité, ont des vies courtes, au cours de laquelle ils n'ont pas beaucoup d'expériences positives, voire même peut-être aucune expérience positive. Et pour les animaux qui ne meurent pas directement juste après la naissance, c'est pas tout rose non plus parce que ils font tout simplement face au même type de problème que nous, on rencontrerait rapidement si on était dans les mêmes conditions de vie que eux, à savoir eh bien, ce que j'ai mis sur la slide, que je vais détailler un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que les animaux sauvages, ils sont pas immunisés par magie, en fait. J'insiste un peu là-dessus parce qu'on peut avoir une vision des animaux sauvages, encore une fois, comme adaptés à la vie sauvage, mais en fait, non, les animaux sauvages, ils font face au même type de problème que nous, à la différence près que eux, ils ne sont pas pris en charge en cas de pépin, ce qui est quand même une différence assez importante. Je vous conseille d'aller voir les vidéos YouTube qui sont en train d'être mises en ligne par l'association Animal FX, qui détaille bien les sources de souffrance rencontrées par les animaux dans la nature, mais je vais quand même en détailler maintenant quelques-unes. Par exemple, il y a les intempéries qui peuvent tuer de façon directe ou indirecte. Un orage peut vous noyer en quelques minutes, tandis qu'une période de sécheresse peut vous faire ressentir la soif et la faim pendant plusieurs semaines et vous affaiblir, vous rendre plus vulnérable face aux maladies. Les animaux sauvages connaissent les mêmes maladies qu'on connaît nous aussi, tuberculose, choléra, rougeole, grippe, cancer, etc. Ils ont les mêmes symptômes que nous redoutons nous-mêmes quand nous sommes malades.
convulsions, vomissements, diarrhée, paralysie, etc. Ils peuvent mettre des jours à mourir sans aucune prise en charge de leur souffrance. Donc, par exemple, sur la slide, vous pouvez voir une grenouille atteinte d'une maladie de la peau, qui est assez commun chez les amphibiens et les poissons. Les animaux sauvages se blessent, évidemment. On peut aussi parler du parasitisme, qui est tout simplement une constante à travers le règne animal et qui cause un tas de symptômes, fatigue, douleur, démangeaison, voire même qui peut consister à se faire manger de l'intérieur, comme c'est le cas avec les larves de guêpes qui s'installent dans le corps des chenilles. C'est un exemple où le parasitage mène à une mort, mais il y a énormément d'autres exemples. Il y a certains animaux qui sont parasités par des vers qui s'installent dans leur trachée, et comme ils ne sont pas capables de s'en débarrasser, ils finissent par cesser de manger et par mourir de faim. Et finalement, en plus des souffrances physiques, il y a aussi les souffrances psychologiques, le stress, le deuil, la détresse. Il a été montré que chez les animaux sociaux tels que les éléphants, les singes, les cétacés, mais aussi les oies et les canards, tous ces animaux ressentent ce genre d'émotions négatives lorsque l'un de leurs proches meurt. Et un autre point que je trouvais assez... qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai appris, c'est que le stress post-traumatique chez les animaux exposés à des attaques de prédateurs, c'est probablement la norme dans la nature. En tout cas, c'est la conclusion d'une étude qui a été publiée dans Scientific Reports en 2019. Donc, je tiens quand même à préciser que je ne nie pas l'existence de relations de coopération, d'amitié, de moments de plaisir. Il y en a, mais c'est pour vous donner un aperçu de l'étendue de l'adversité que rencontrent les animaux sauvages dans la nature. Ok. Ce sont donc les animaux sauvages qui endurent aujourd'hui la grande majorité des souffrances sur cette terre. Ça, c'est un point absolument indéniable. Et là où ça bloque, et c'est le cœur de ma présentation, c'est la question de la résolution du problème. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour atténuer cette tragédie morale? Si oui, par où commencer? Voilà quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est une question qui n'est pas évidente. Je pense que vous me rejoignez sur ce point. Mais la première chose que j'aimerais souligner dans cette deuxième partie, pour d'emblée contrer le fatalisme qui pourrait émerger après cet exposé de souffrance, c'est que nous aidons déjà les animaux sauvages, en tout cas certains. On peut trouver beaucoup d'exemples, encore une fois, sur le site de Animal FX, mais aussi sur le Dodo. Il y a un média que vous connaissez sûrement pour ses vidéos virales d'interaction entre des humains et des animaux ou entre plusieurs animaux. Et puis, peut-être que vous-même, vous avez déjà porté assistance à un animal en difficulté, croisé dans un jardin ou en forêt. Donc, par exemple, sur la slide ici, je vous ai mis en haut à gauche un éléphant au Kenya qui s'est retrouvé coincé dans une sorte de mare de boue qui était en train de sécher, quoi. Enfin, il était vraiment coincé et les gens qui lui sont venus en aide ont mis 3 jours à l'aider à sortir. En haut à droite, c'est une biche incapable de sortir d'un lac glacé. En bas à droite, vous avez un renard qui s'est retrouvé coincé entre 2 troncs, incapable de se dégager, quoi. Et à chaque fois, en fait, ces animaux ont été secourus à l'initiative d'un groupe d'humains. Et c'était pas forcément c'était des animaux qui avaient rencontré des problèmes naturels, quoi. C'était pas forcément à part la grenouille là qui était coincée dans du matériel de jardin, ce sont des animaux à qui on est venu en aide, qui avaient rencontré des problèmes naturels. Vous savez aussi qu'un peu partout dans le monde, il existe des centres dits de réhabilitation de la faune sauvage. C'est ce genre de centre qui a permis notamment à une poignée d'animaux blessés de se faire soigner
et de récupérer de leurs blessures suite aux feux de forêt qui ont ravagé une partie de l'Australie en début d'année. Je dis une poignée d'animaux parce que en fait, énormément, une quantité absolument phénoménale d'animaux sont morts lors de ces incendies, et les quelques rescapés représentent vraiment une fraction des animaux morts. Donc là, ce sont des photos prises par la photographe canadienne Joanne MacArthur. On voit un koala et un jeune wallaby qui ont été secourus à temps et soignés. On a aussi des exemples d'interventions un peu plus substantielles pour prévenir la souffrance des animaux sauvages. Là, on est plus dans la gestion de population que dans l'assistance au cas par cas. Par exemple, l'association Salt River promet une gestion humaine, ce qu'on appelle une gestion humaine, en anglais c'est Human Management, des chevaux sauvages en Arizona, aux États-Unis. Donc l'association distribue de la nourriture pendant les périodes de sécheresse, elle soigne les blessures, elle limite les naissances aussi par vaccin contraceptif. Parce que, pourquoi elle limite les naissances, c'est que maintenir la population à un niveau stable limité, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de rivalité pour les ressources, ce qui permet de limiter la famine notamment. Et dans la même veine, on a l'association écossaise Hungry Herds qui nourrit et qui apporte des soins à des chevaux sauvages en hiver. C'est ce que vous voyez là sur la photo. Donc, ce qui est pratique avec ces cas d'assistance individuelle aux animaux sauvages, ou en tout cas circonscrite à un groupe restreint d'animaux, c'est que c'est de l'assistance ciblée et que du coup, on maîtrise généralement bien les résultats. C'est-à-dire l'animal est pris en charge, on peut voir l'évolution de son état, on peut constater qu'il va mieux, qu'on obtient les résultats souhaités. Mais le problème, évidemment, avec ça, c'est que l'assistance individuelle ne peut venir en aide qu'à un nombre très restreint d'individus. On atteint vite les limites en termes de ressources pour continuer à sauver des individus, quoi. Tandis que, en quoi c'est problématique, c'est que l'objectif du mouvement ROAS, c'est aussi d'essayer de trouver des solutions plus efficientes pour épargner des souffrances au plus grand nombre d'animaux possible. Mais dès qu'on veut aider de façon plus ambitieuse, on se heurte à une plus grande part d'incertitude, à la fois sur les problèmes à résoudre et sur l'efficacité des solutions qu'on peut éventuellement mettre en place. Une aide plus substantielle, ça soulève des questions et des défis spécifiques qui commencent tout juste seulement à être pris en compte de façon institutionnelle, quoi. Et c'est là qu'interviennent les acteurs du mouvement ROAS. Ça fait quelques années seulement que l'écosystème ROAS commence à s'institutionnaliser et à prendre de l'ampleur. Pour vous donner un ordre d'idée, en février 2018, Persis Eskander, qui est une chercheuse dans le champ de l'altruisme efficace pour les animaux, elle estimait que le nombre de personnes travaillant sur la question ROAS est infime, 15 est une estimation généreuse, et les ressources consacrées à cette question s'élèvent à moins de 250 000 $ par an. Ça, c'était en 2018. En 2019, la même personne estimait le budget du mouvement ROAS à environ 1 million de $. Il y a donc une belle évolution, mais on peut aussi mettre ça en perspective avec le budget international du mouvement s'occupant des animaux d'élevage, qui a été estimé pour 2018 à 165 millions de $. Donc vous voyez, le mouvement ROAS connaît une croissance depuis 2018, c'est certain, mais c'est clair qu'il pourrait encore absorber pas mal de financement. Donc, quels sont les acteurs actuels du mouvement? Aujourd'hui, on en compte surtout trois. C'est les trois que vous voyez sur la slide. Premièrement, il y a Animal FX, que j'ai déjà évoqué un peu, qui est une organisation explicitement antispéciste qui produit pas mal de contenu en ligne, et notamment des articles vraiment bien vulgarisés et assez complets
sur le spécisme et sur la prise en compte des intérêts des animaux sauvages. On a aussi Wild Animal Initiative. Il y a 6 personnes dans son équipe actuellement et qui se consacrent principalement au développement de la recherche académique sur la souffrance des animaux sauvages. Par exemple, ils cherchent à mettre en relation des financeurs avec des chercheurs souhaitant travailler sur la question de la souffrance des animaux sauvages. Et enfin, on a Rethink Priorities, qui est un groupe de recherche qui ne s'occupe pas seulement de questions animalistes, mais qui contribue quand même beaucoup à la cause ROAS, notamment par de la recherche sur la sentience des invertébrés, qui est une des principales incertitudes à laquelle le mouvement est aujourd'hui confronté. Donc je rappelle quand même que ces organisations, elles ont chacune leur site internet, elles ont aussi chacune leur lettre d'information. Vous pouvez aussi retrouver en ligne leur plan stratégique, c'est-à-dire leurs questions de recherche et leurs priorités pour les années à venir. C'est toujours une bonne manière d'avoir une idée des préoccupations et des priorités du mouvement ROAS, d'aller consulter toutes ces ressources. Donc, comment ces associations elles appréhendent la question de l'incertitude? Le premier constat qu'on peut faire, c'est que les incertitudes, elles sont pleinement reconnues. On n'est pas du tout dans une démarche téméraire ou dans un excès de confiance. On n'est pas dans une logique d'urgence où il faudrait absolument intervenir immédiatement il n'y a pas, voilà, il y a pas de solutions à l'aveugle qui sont proposées. Il y a une pleine reconnaissance des incertitudes concernant les sources de souffrance des animaux et les solutions qu'on pourrait y apporter. En fait, le mouvement ROAS, il a pleinement conscience que ce qu'on appelle nature est composé de systèmes dynamiques dans lesquels interviennent une grande part de hasard, de contingence, d'interdépendance. Et toute cette complexité fait que les cascades de causalité dans les milieux naturels sont généralement difficiles à prévoir, voire même impossibles à prévoir dans l'état actuel de nos connaissances. Évidemment, on ne peut pas faire abstraction de cette opacité quand on s'interroge sur l'aide à apporter aux animaux sauvages. Par exemple, si on envisage des campagnes de vaccination, des distributions massives de nourriture ou des programmes de déparasitage à grande échelle pour aider les animaux sauvages, et bien, si on fait ça, on va probablement modifier la taille de la population qu'on souhaite aider, parce qu'il y aura moins de mortalité, ce qui veut dire qu'on va modifier la dynamique des écosystèmes et donc potentiellement s'exposer à des répercussions non prévues qui peuvent rendre la situation pire que la situation initiale en termes de souffrance ressentie. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter, évidemment. À nouveau, Persis Eskander, elle dit la chose suivante. Nous ne pouvons pas être certains, à l'heure actuelle, que nos interventions seraient en mesure de générer sur le long terme des effets positifs. C'est précisément pour cela qu'aucune des organisations travaillant sur cette question ne recommande actuellement d'intervention. La majorité de leur activité consiste plutôt à explorer le problème, à se faire une idée plus précise de son ampleur et des champs de recherche à prioriser. Fin de la citation. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que les souffrances des animaux sauvages ne se règlent pas à l'aveugle. Non seulement on court le risque de causer plus de tort que de bien aux animaux qu'on souhaite aider, mais en plus, on risque de plomber la réputation du mouvement ROAS et donc de ralentir, voire carrément de stopper sa progression. Donc oui, beaucoup d'incertitudes, des incertitudes qui sont pleinement reconnues, mais les incertitudes, la présence d'incertitudes ne veut pas dire qu'on fait face à une situation complètement insoluble. Et d'ailleurs, il ne faut pas prendre ces incertitudes comme des excuses pour rejeter le champ ROAS dans son ensemble.
Ce qu'on peut souligner en premier, c'est que les incertitudes, elles ne sont pas propres au champ ROAS. En médecine humaine, par exemple, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, par exemple au sujet des cancers, au sujet du vieillissement, des maladies dégénératives ou encore des douleurs chroniques. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas totalement, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se dire « Oh, le vieillissement, oh, tout ça c'est trop compliqué, on va plutôt laisser faire le système immunitaire que nous a donné la nature ». Non, on ne se dit pas ça, on fait de la recherche, on mobilise des ressources, on y passe du temps. Et d'ailleurs, la santé publique fait partie des priorités d'un certain nombre de gouvernements, heureusement. Et je dirais même que c'est le propre de l'investigation scientifique de partir des incertitudes pour formuler des questions de recherche et des protocoles de recherche. Les incertitudes en science, elles ne sont pas perçues comme des freins irrémédiables, elles sont perçues comme des moteurs pour l'investigation, elles sont conçues comme des points de départ. Donc je vais présenter maintenant plusieurs outils que les défenseurs du bien-être des animaux sauvages adoptent pour gérer cette question de l'incertitude, pour s'y adapter. Donc j'en ai identifié 3. Premièrement, on peut les contourner, ces incertitudes. On va voir ce que ça implique de contourner des incertitudes dans ce cas-là. Ensuite, on peut faire avec, le temps d'en savoir plus sur notre sujet. Et enfin, on peut travailler à les réduire, ce qui est clairement l'idéal. Donc, contourner les incertitudes, comment on fait ça? Eh bien, il y a un certain nombre de cas où nous interagissons déjà avec les animaux sauvages. Et dans ces cas-là, la question, elle n'est pas tant faut-il intervenir, mais plutôt comment faire en sorte que nos interventions déjà existantes aient le moins d'impact négatif possible sur les animaux sauvages. Et en fait, l'avantage avec cette approche, c'est qu'on s'affranchit en partie des risques d'effets en cascade imprévus, puisque, encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en place une nouvelle intervention, mais d'améliorer la façon dont on interagit déjà avec les animaux sauvages. Prenons quelques exemples. Chaque année sont utilisées dans le monde des tonnes et des tonnes de pesticides pour l'agriculture. Je crois que c'est 3 milliards de tonnes dans le monde chaque année environ. Si on peut identifier les pesticides dont le mode d'action est le moins cruel, c'est-à-dire qui fait moins souffrir et qui agit plus rapidement, alors on aurait là une façon certaine de réduire les souffrances des animaux visés par les pesticides. Et ce, sans modifier la quantité d'animaux tués, ce qui réduit considérablement le risque d'effets imprévisibles sur les écosystèmes et donc potentiellement sur le bien-être d'autres animaux. Le nombre d'individus reste globalement le même, mais la quantité de souffrance diminue. C'est donc un cas où on contourne, d'une certaine façon, les incertitudes. C'est un peu la même chose pour les animaux considérés nuisibles en milieu urbain, par exemple. Actuellement, les produits utilisés pour s'en débarrasser provoquent généralement des souffrances terribles, des agonies prolongées. Ça peut être par asphyxie, par hémorragie interne ou par défaillance des organes. Et là encore, si on trouvait un moyen de rendre ces morts moins atroces, ou encore mieux, si on pouvait passer d'une gestion létale, c'est-à-dire par le fait de tuer ces animaux, à une gestion contraceptive, c'est-à-dire de contrôler la fertilité de ces animaux pour faire en sorte que leur population reste gérable selon nos critères, eh bien, ça pourrait être un moyen très efficace de réduire la souffrance des animaux concernés avec, encore une fois, un risque minimal d'effets secondaires imprévus. Un autre cas où les incertitudes ne rentrent pas en jeu, c'est dans le cas des pratiques qui n'existent pas encore et dont on pense qu'elles auront des conséquences néfastes. On peut par exemple s'opposer au développement des élevages d'insectes, même sans être sûr que les insectes sont sentients ou pas, en fait, en souscrivant tout simplement au principe de précaution. On peut aussi vouloir s'adapter aux incertitudes, notamment en concevant des interventions
dont on s'assure qu'elles sont partiellement ou complètement réversibles dans le cas où de nouvelles informations viendraient changer la donne sur ce qu'on pensait être le fonctionnement de l'intervention. Voilà, mettre en place une sorte de clause de réversibilité, c'est une façon aussi de gérer l'incertitude concernant l'aide aux animaux sauvages. Et enfin, une autre piste que je trouve vraiment très intéressante, mais qui, à ma connaissance, n'a pas encore fait l'objet d'applications concrètes, peut-être pas explicitement, c'est le fait de privilégier, quand on fait des aménagements de territoire, privilégier les types d'écosystèmes dont on sait que leur dynamique génère moins de souffrance que d'autres. Parce que oui, certains écosystèmes sont meilleurs pour les animaux que d'autres, dans le sens où ils offrent de meilleures conditions de vie. Et ça, c'est des choses qu'on peut estimer avec des modélisations. Enfin, je ne dis pas que les modélisations sont au point ni rien, c'est vraiment quelque chose qui reste à peaufiner. Mais on a des façons de déterminer la quantité de souffrance moyenne dans tel ou tel écosystème, ou en tout cas d'estimer si tel ou tel écosystème est susceptible de générer plus, de contenir plus de souffrance. Et je pense que quand on est en position de privilégier les écosystèmes avec moins de souffrance, je pense qu'on a de bonnes raisons de le faire. Bon, on peut aussi utiliser les probabilités comme une façon de faire rentrer les incertitudes dans nos processus de décision, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. C'était plutôt pour vous faire voir en quoi incertain ne veut pas dire insoluble. En quoi, en fait, les incertitudes ne nous condamnent pas à la paralysie et en quoi la souffrance des animaux sauvages, encore une fois, n'est pas une fatalité. Ok. Alors, bon, tout ça, c'est très bien, mais c'est sûr que l'incertitude, elle ne nous facilite pas le travail et que c'est toujours mieux quand on en sait beaucoup sur le problème qu'on souhaite résoudre. Je vais donc aborder maintenant la biologie du bien-être, qui a été définie dès 1995 comme étant l'étude des êtres vivants et de leur environnement du point de vue de leur bien-être. Le bien-être des êtres vivants, hein, pas de l'environnement. Et en fait, l'objectif de la biologie du bien-être, c'est de remplacer le cercle vicieux que vous voyez à gauche sur la slide. Donc ce cercle vicieux, c'est qu'on n'a pas de solution évidente à la souffrance des animaux sauvages, donc les gens privilégient d'autres causes, donc la cause roi reste négligée, donc on ne trouve pas de solution à la souffrance des animaux sauvages, etc. Une sorte de dynamique, pas très constructive qui fait que on reste un peu entouré d'incertitudes. Donc, l'objectif de la biologie du bien-être, c'est de remplacer ce cercle vicieux par une dynamique plus vertueuse qui nous permettrait d'avancer et de faire des progrès sur cette question. Je vous ai mis à nouveau une citation de Percy Sander, décidément. Elle dit « Pour nous donner véritablement une chance de réduire notre incertitude, ce dont nous avons besoin est de plus et non de moins de personnes travaillant sur la question du bien-être des animaux sauvages. » Jusqu'ici, il y a très peu de projets de recherche qui ont eu comme angle théorique celui que je vous ai présenté en début de conférence, à savoir la prise en compte des animaux sauvages comme individus, notamment les individus sentients. En fait, on en sait très peu sur notre sujet. On est un peu à l'an-zéro de la biologie du bien-être, si vous voulez. On manque de connaissances à la fois sur des questions fondamentales, par exemple, quels animaux sont sentients, mais aussi on manque de connaissances très empiriques sur tous les cas particuliers que les animaux sauvages rencontrent dans la nature. On a besoin d'énormément de données sur la vie, sur la mort, sur le comportement et les sources de stress dans la vie de chaque animal dans la nature. En fait, c'est tellement important d'en savoir plus
je pense qu'on peut dire que le développement de la biologie du bien-être, c'est devenu la priorité du mouvement ROAS. Et il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, il y a la raison évidente que accumuler des connaissances, c'est déterminant pour la qualité de l'aide qu'on pourra apporter aux animaux dans la nature, puisque ça nous permet de nous assurer que nos interventions produisent les effets souhaités et qu'elles n'ont pas d'effets négatifs susceptibles de l'emporter sur les avantages. Un autre point, c'est que l'ancrage académique, la reconnaissance académique de ce nouveau champ de recherche, la biologie du bien-être, on en a besoin pour être en mesure d'avoir la crédibilité nécessaire pour influencer les décideurs politiques et pour influencer les politiques publiques en faveur des animaux sauvages. On a besoin de cette crédibilité. Comme le rappelle l'association Animal Ethics, lorsqu'il s'agit de reconnaissance sociale et d'informer l'élaboration des politiques, la recherche indépendante, elle n'a pas le même impact que peut avoir la recherche universitaire établie. Donc c'est bien d'avoir une communauté militante qui s'autofinance et qui développe des questions de recherche, mais si on veut vraiment progresser de façon qualitativement plus importante, on va avoir besoin d'une reconnaissance institutionnelle et académique de la biologie du bien-être. Et enfin, troisième raison pour laquelle c'est une priorité pour le mouvement ROAS, c'est que c'est une raison un peu plus pragmatique qui est soulignée notamment par Maria Salazar, qui est chercheuse chez Animal Charity Evaluators, c'est que les universitaires ils disposent généralement de ressources qui proviennent de leur département ou de leur centre de recherche. Qu'est-ce que j'entends par ressources? C'est des infrastructures, c'est du matériel de recherche, c'est des protocoles de recherche et de publication uniformisés, c'est des possibilités d'enseigner. Donc tout ça, ça facilite le développement des projets de recherche, ça facilite la publication des résultats et la reproduction des connaissances. Bon, après, ça peut paraître un peu fou de vouloir monter un nouveau champ de recherche académique, mais évidemment, ça s'est déjà fait. Hein. Et évidemment, puisqu'on a un tas de disciplines aujourd'hui dans le monde académique qui n'existaient pas il y a quelques décennies ou il y a quelques siècles. On peut penser par exemple à la façon dont les sciences du climat se sont mises à prendre en charge des questions liées au changement climatique. Effectivement, je vois dans la discussion les gender studies, les études de genre, les études féministes, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé, mais qui bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance académique. Donc on a des raisons de penser que c'est possible, quoi. Mais ça reste malgré tout un projet ambitieux qui nécessite des ressources. Il faut que des universitaires intéressés soutiennent ce projet. Il faut des efforts pour articuler un nouveau cadre conceptuel, pour développer une méthodologie. Il faut un travail de collaboration entre plusieurs types d'acteurs, entre le grand public, entre les institutions gouvernementales, etc. Donc, ça reste un projet ambitieux, mais il y a un certain nombre d'efforts qui sont déjà menés dans le mouvement ROAS pour aller dans ce sens. Donc, par exemple, Wild Animal Initiative a mis en place assez récemment ce qu'ils appellent un comité consultatif académique. En fait, c'est une sorte de panel de conseillers qui permettent d'avoir des conseils sur la direction que devrait prendre la biologie du bien-être, par exemple sur le choix des questions de recherche à prioriser. Ce panel, aujourd'hui, il y a 5 personnes qui en font partie, des personnes qui sont issues de la zoologie, de l'épidémiologie, des sciences du bien-être animal. Et je pense que ce panel
va s'agrandir au fur et à mesure que le temps passe. Une autre initiative en faveur du développement de la biologie du bien-être, c'est Animal Ethics, qui a conduit une recherche à la fois quantitative et qualitative. Donc, elle a mené des entretiens avec 15 chercheurs et elle a aussi distribué des questionnaires à, je crois, 350 étudiants et chercheurs pour justement en savoir plus sur leur opinion, leur attitude au sujet de la biologie du bien-être. Donc, quels sont les thèmes de recherche qui sont susceptibles de retenir leur intérêt? Quelles sont les éventuelles barrières et opportunités pour le développement de la biologie du bien-être? Donc, une chose est sûre, et c'est le dernier point sur lequel je vais m'arrêter avant de conclure, c'est que la biologie du bien-être, c'est fondamentalement quelque chose d'interdisciplinaire. On va avoir besoin de beaucoup de collaboration entre les sciences du bien-être animal, la biologie de l'évolution, la démographie, l'écologie urbaine, l'épidémiologie, les neurosciences. Voilà, c'est vraiment une démarche interdisciplinaire. Or, dans le milieu antispéciste, et je dirais que c'est surtout le cas en France, et je peux me tromper, on a cette tendance à exacerber la polarisation entre, d'un côté, les environnementalistes, qui se préoccuperaient uniquement des espèces et des écosystèmes, et de l'autre, les antispécistes, qui, d'une certaine façon, auraient tout compris et qui seraient les seuls à se préoccuper des êtres sentients. Il y a 3 choses que je veux dire à ce sujet. Déjà, l'idée que les antispécistes seraient les seuls à se préoccuper des êtres sentients, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'environnementalistes qui sont sincèrement préoccupés par le bien-être des animaux sauvages. Bon, je ne pense pas que ce soit la majorité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des possibilités de collaboration. Et d'ailleurs, il y a certains et certaines des employés des associations groises que j'ai présentées qui viennent de ce milieu de l'écologie, un milieu qui n'est pas homogène dans ses valeurs et ses préoccupations. Le deuxième point, c'est que les antispécistes ne pourront pas aller bien loin sans les connaissances sur les écosystèmes, sur les dynamiques de population, sur les sciences de l'évolution. Et on a besoin de toutes ces connaissances pour avancer. Les environnementalistes, et plus précisément les conservationnistes, ils réfléchissent depuis plus longtemps que nous aux impacts des interventions dans la nature. Et on peut tout à fait développer des collaborations pour poursuivre des objectifs mutuellement bénéfiques entre différents champs de recherche. Et troisième point, on n'a pas forcément besoin que les chercheurs soient à 100% alignés avec la pensée antispéciste. On n'a pas besoin qu'ils soient utilitaristes, on n'a pas besoin même qu'ils soient véganes, évidemment, pour collaborer avec eux. Même en présence de principes moraux différents, on peut créer des synergies. Il y a un langage commun, un langage académique commun, et on devrait envisager d'adopter les outils de l'écologie de la restauration et de la conservation en les adaptant à la biologie du bien-être, que ces domaines, qu'il y ait une adhésion absolue ou pas aux mêmes valeurs, quoi. Dans le contexte du développement de la biologie du bien-être, une logique d'alliance plutôt que d'opposition idéologique, c'est, je pense, ce qu'il y a de plus profitable pour les animaux. Pour conclure, je vais rassembler les idées que j'ai présentées dans cette conférence en insistant sur quelques principes qui me paraissent importants pour l'avenir du mouvement ROAS. Donc, pour récapituler, bien que d'origine naturelle, les souffrances des animaux sauvages devraient retenir notre attention. En fait, on fait vraiment face à une tragédie morale, c'est-à-dire
un nombre énorme d'individus font l'expérience de souffrances qui sont parfois très vives, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Voilà. On partage avec ces animaux sauvages une communauté de sorts, qui est celle d'être doués de sentience, quelque chose de très important. Les animaux sauvages, c'est pas encore une fois, c'est pas des sortes de super-héros adaptés à la nature qui se contenteraient volontiers de l'absence de prise en charge médicale. Non, ils sont confrontés à une myriade de situations auxquelles il n'y a pas de solution unique. Et c'est sûr qu'on manque de beaucoup de données pour l'instant. C'est un sujet incertain, mais ça ne veut pas dire que le problème est insoluble. On peut raisonnablement penser qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui, et la recherche en biologie du bien-être doit nous permettre d'agrandir la liste de ces choses à mettre en place. Je pense qu'on a tout intérêt à se focaliser sur les gains faciles, les choses qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui, même en contexte d'incertitude, tout en faisant en sorte qu'une dynamique constructive autour de la biologie du bien-être se mette en place et s'institutionnalise. Et bien entendu, il faut absolument aussi poursuivre les campagnes idéologiques en faveur de l'antispécisme et en faveur de l'extension du cercle de considération morale aux animaux non humains, y compris ceux qui ne souffrent pas à cause de nous, mais qui souffrent pour des raisons qu'on appelle naturelles. Un point que je considère important, c'est qu'il ne faut pas faire comme si c'était une question simple. On peut être tenté, en fait, quand on fait face à du scepticisme sur la question Roisse, on peut avoir envie d'affirmer les choses avec aplomb, mais on peut faire comme si c'était simple d'une certaine façon, mais c'est faux déjà, c'est pas quelque chose de simple, et on risque de perdre en crédibilité. Parce que n'importe quel chercheur en sciences de l'environnement sait qu'il n'y a rien de simple dans la compréhension des phénomènes naturels. Donc, on a des bonnes raisons de penser que faire preuve d'humilité et de prudence, c'est la meilleure posture à avoir pour nous emmener là où nous avons besoin d'aller pour aider les animaux dans la nature. C'est un sujet complexe qui appelle des réponses nuancées, tout simplement. Donc, voilà, j'en ai à peu près fini. J'espère vous avoir montré qu'en fait, on n'a pas besoin de faire du sujet Roisse quelque chose de nécessairement polémique ou de hautement spéculatif. Je pense que le mouvement qui se met en place ces dernières années est vraiment de grande qualité. Il est réfléchi, il est ambitieux, et on est à un stade aujourd'hui où la question Roisse, elle mérite d'être dédramatisée. Et surtout, elle mérite d'être soutenue, que ça soit financièrement, que ça soit par tout simplement par l'activisme, voilà, faire connaître le fonctionnement de la nature au plus de monde possible, pour que les gens quittent cette vision idéologique et se mettent dans un état d'esprit d'aide aux animaux sauvages. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas trop coupé et je répondrai à votre question avec grand plaisir. Ah oui, aussi, je vous ai mis quelques références. Ce sont des ressources que j'ai utilisées pour la préparation de ma conférence. Je vous invite à aller les lire. Il y en a, si vous regardez bien, il y en a une qui est en français. C'est l'avant-avant-dernière, ça a été publié dans les cahiers antispécistes et c'est de Estivareus, et c'est vraiment un article qui reprend bien aussi ces questions de gestion de l'incertitude. Voilà, merci beaucoup.